Cette question, faut-il choisir sa fin de vie? Cette question, nous allons la poser à Jean-Luc Romero. Michel, notre invité, il est avec nous en plateau. Le nordiste est élu, il est aussi et surtout président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Il nous dira pourquoi il est particulièrement mobilisé en ce moment. En tout cas, Roman Idress s'est penché sur la question. Roman, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque la fin de vie? Salut Simon, la fin de vie, c'est un débat qui agite la société française depuis des années. Mais déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on considère qu'une personne est en fin de vie lorsqu'elle est atteinte d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale. Et certains de ces patients aimeraient pouvoir décider de leur mort. C'est le cas par exemple du Dijonnais Alain Koch, atteint d'une maladie orpheline. Il est décidé à recourir au suicide assisté et il en avait appelé à Emmanuel Macron en septembre dernier, sans obtenir gain de cause. Car en France, il est interdit d'administrer une substance létale à un patient qui souhaite mourir, même s'il est en phase terminale. La loi prévoit seulement deux choses. Soit prononcer l'arrêt des soins pour éviter un acharnement thérapeutique, ou alors administrer une sédation profonde et continue jusqu'au décès, uniquement si le pronostic vital est engagé à court terme, et ceci pour limiter les souffrances du patient. Si une personne en est d'une autre à mourir en dehors de ce cadre légal, elle peut être accusée d'homicide volontaire avec préméditation. Alors, certains décident d'aller dans un autre pays pour mourir là où la réglementation est plus souple. En Belgique, par exemple, depuis plus de 20 ans, il y est possible d'administrer un médicament provoquant la mort. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie. D'autres préfèrent la Suisse où l'on permet le suicide assisté. C'est le patient lui-même qui s'injecte la dose létale. Et la France pourrait être le prochain pays à faire un pas de plus vers l'assistance médicalisée à mourir. 4 propositions de loi sont actuellement sur la table, à l'initiative de parlementaires de différents bords politiques, du PS aux Républicains, en passant par En Marche. En attendant, la solution, c'est peut-être d'en parler en famille, tant qu'on est en bonne santé, car la décision d'arrêter les soins repose souvent sur les proches. Le gouvernement encourage d'ailleurs à rédiger des directives anticipées, un document officiel pour indiquer son souhait. Merci beaucoup Roman pour ces précisions. Bonsoir Jean-Luc Romero. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, je le disais, vous êtes élu, vous êtes adjoint à la mairie de Paris, conseiller régional d'Île-de-France, mais vous revenez aussi régulièrement dans la région puisque vous êtes béthunois, vous venez très souvent. Ah oui, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, les week-ends, quand je peux, je suis à Béthune. Bon, et très investi dans de grandes causes, la lutte contre le sida et aussi la fin de vie. Vous êtes président de la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Justement, depuis quand date cet engagement? Comment vous en êtes venu à avoir ces responsabilités-là? Malheureusement très ancien parce que très jeune j'ai été confronté au sida et j'ai eu la plupart de mes amis qui en sont morts à 20 ans, 25 ans et je les ai vus mourir dans des conditions atroces. Ils demandaient à partir, on savait qu'il n'y avait plus aucun espoir et on s'acharnait sur eux, on les opérait et je pense que j'ai vu excusez-moi, j'ai perdu tellement de proches, c'est d'ailleurs beaucoup d'émotions quand j'en parle encore aujourd'hui, que je me suis dit mais c'est pas possible quoi. On peut pas forcer des gens à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance, quand il n'y a plus d'espoir. Pourquoi s'acharner sur les personnes? Et c'est vrai que mon combat contre le sida est devenu aussi le combat pour une fin de vie digne, parce que je crois que les deux sont liés. Oui, c'est vivre dignement et mourir dignement. Alors pourquoi aujourd'hui, finalement, c'est tabou de parler de la fin de vie, de la mort? Vous en parlez très librement, très simplement, mais ça reste quand même un sujet tabou. C'est-à-dire que d'abord, la mort, on la voit beaucoup moins. Vous disiez que j'étais originaire de Béthune. Quand j'avais 13 ans, j'ai vu mon père mourir. Et il est mort à la maison. Aujourd'hui, très peu de gens meurent à la maison, puisque plus de 70% des gens meurent à l'hôpital. Et vous savez, moi, j'ai des gens qui sont plus vieux que moi, et ils n'ont jamais vu un mort. C'est-à-dire que la mort, on l'a enlevée de nos vies. Certains, d'ailleurs, croient qu'ils ne vont pas mourir, courent après plus d'argent, plus de responsabilités. Et donc, on a fait de cette question une question taboue, mais au final, qu'il l'est de moins en moins, parce qu'on vit de plus en plus vieux. Mais on voit nos parents, nos grands-parents mourir dans des conditions difficiles. On a vu avec la Covid, moi j'ai vu ma mère mourir à Béthune, dans l'hôpital de Béthune, de la Covid, dans des conditions extrêmement difficiles. Et ça interroge chacune et chacun d'entre nous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, cette question, elle est si importante chez les Français. C'est pour ça qu'elle revient un peu sur le devant. Est-ce qu'on s'intéresse un peu plus à cette question-là, justement parce qu'on vit des choses terribles en ce moment? Il faudrait. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, les moyens ne sont pas là. Vous savez, moi, je ne voudrais pas être triomphateur et que dire qu'on avait malheureusement dit depuis longtemps que les moyens n'étaient pas là dans les hôpitaux, que les moyens n'étaient pas là dans les soins palliatifs. Vous vous rendez compte qu'en France, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs depuis 2 ans.
Depuis Olivier 2018. Véran en a promis un. Ah oui, oui, il en a promis un. Militant. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je lui ai écrit plusieurs fois, il ne m'a jamais répondu d'ailleurs. Il le fait parce qu'il sait qu'il y a des propositions de loi pour légaliser l'euthanasie. Et c'est la seule réponse qu'il a donnée. Alors que c'est les deux. Regardez chez nos voisins belges, là on est à côté de la Belgique, ils ont voté une loi sur l'euthanasie, ils ont voté une loi sur les soins palliatifs et une loi sur les droits des patients. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose en France? Alors, justement, le débat s'anime. Il y a une fenêtre législative. Un projet de loi va être présenté à l'Assemblée le 8 avril. Ça pourrait basculer, selon vous? Écoutez, là aujourd'hui, donc c'est la proposition de loi d'Olivier Falorni. Aujourd'hui, si on regarde sur le papier, il y a une majorité de parlementaires qui y sont favorables. Il y a d'ailleurs plus de 170 députés de La République En Marche, plus de la moitié du groupe qui est favorable. On a tout le groupe de la France Insoumise, tout le groupe socialiste. On a 25% du groupe LR, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. Enfin bref, on a les communistes. On voit aujourd'hui qu'il y a quand même un espèce de consensus et que pour une fois, l'Assemblée semble à la hauteur et en tout cas en phase avec la société. Oui, ça va suivre l'opinion publique parce que visiblement les Français sont plutôt d'accord sur le sujet. Vous savez, s'il y a bien une question de société qui fait l'unanimité, et c'est normal, on va tous mourir et on a tous vécu quelque chose de difficile. Et vous savez, les gens, ils veulent pas spécialement l'euthanasie, ils veulent avoir le choix. Ils savent qu'il y a des moments, il y a des souffrances insupportables. La plupart d'entre nous, on mourra en soins palliatifs et c'est ce qu'on veut. Mais il y aura 4 à 5% d'entre nous, les soins palliatifs, ça ne peut pas convenir, ou on ne les veut pas, c'est aussi un choix qu'on peut avoir, et c'est pour ça que les gens sont aussi favorables. On a évoqué la sédation profonde, ça suffit pas? Vous savez, là, alors il y a une grande hypocrisie, parce que ces grands défenseurs vont d'abord nous expliquer que ça a été inventé en France. Je rappelle qu'en Belgique, ça existe depuis bien avant nous, et que c'est quasiment 10% des morts. La sédation, on vous endort. Et on ne va jamais vous réveiller. Donc, il faut nous expliquer la différence entre ce que demande. La différence, c'est que, on attend que vous mouriez. Donc, on arrête de vous alimenter. On arrête de vous hydrater et en fait, on vous provoque une maladie. C'est-à-dire qu'il faut que vos reins soient atteints pour que vous puissiez mourir. Alors, il ne faut pas être caricatural. Si, comme l'expliquait tout à l'heure votre journaliste, si vous êtes très très vieux, très malade, que vos organes vitaux sont à bout, ça peut aller vite. Mais c'est très peu des cas. Donc, en 24 heures, 48 heures, c'est bon. Mais combien de sédations mettent 3 semaines? Rappelez-vous rien que Vincent Lambert, qui depuis 10 ans était quand même dans le coma, il a mis 9 jours à mourir. Vous vous rendez compte, 9 jours, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Alors justement, il y a un témoignage qui va certainement vous intéresser, Jean-Luc Romero, celui de Ségolène Ricard, qui est en visio avec nous depuis Seclin, dans le Nord. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile, mais ça va nous aider justement à comprendre ce que vivent les proches de malades en fin de vie. Vous avez perdu votre maman dans des conditions difficiles, dans de grandes souffrances, c'était il y a presque un an. Alors qu'elle avait fait le choix clair de la sédation profonde, tout était clair et encadré. Oui, tout était clair et tellement clair que ça a fini par provoquer probablement un imbroglio. Alors, notre mère, gériatre de profession, elle avait été habituée, elle était dans sa profession très convaincue de l'accompagnement de ces vieux patients, comme elle le disait, avec beaucoup de tendresse. Elle savait les accompagner et elle, très clairement, nous avait exprimé à nous, sa famille, son mari, ses 4 enfants, que ayant atteint tout ce qu'elle pouvait subir dans le cadre de son propre cancer et de ses nombreux cancers, puisqu'elle en a eu plusieurs, qu'au bout d'un moment, elle serait prête à partir. Elle avait très clairement et très consciemment exprimé sa volonté dans le cadre des directives anticipées, comme effectivement c'est le cas et c'est prévu dans le cadre de la loi Leonetti. Donc pour nous, il n'y avait pas de difficulté. Elle nous avait préparé à ça. Rien ne s'est passé comme prévu finalement. Et rien ne s'est passé comme prévu, effectivement. Elle est rentrée le 25 mars de l'année dernière à l'hôpital en soins palliatifs en exprimant clairement qu'elle souhaitait la sédation profonde parce que trop de douleurs, ça ne tenait plus, elle n'en pouvait plus, elle nous avait tous prévenus. Donc voilà, on s'attendait à ce que maman parte avec cette sédation profonde à l'hôpital. Et effectivement, tout ne s'est pas passé comme prévu parce que quand on l'a reçue, qu'elle avait clairement exprimé ça, je veux ma sédation profonde, on lui a dit attendez, non, on va déjà apaiser les douleurs, on n'est pas là pour mettre la fin de vie, on fait ça. Donc ok, très bien. Et puis au bout d'un moment, elle était atteinte d'un cancer en phase terminale de poumon. On a souhaité lui faire un cliché contre le Covid, pour voir si elle n'avait pas le Covid. Oui, on est tombé en pleine crise en fait, au début de la crise sanitaire. On est en plein dedans, voilà.
On lui a suspecté un Covid et ce qui fait qu'elle s'est retrouvée isolée. Donc, si elle était prête effectivement à avoir cette sédation profonde, elle s'est retrouvée toute seule, isolée de son mari, isolée des seuls proches qui pouvaient l'aider à la soutenir dans cette fin. Et ce qui fait que ça a été très compliqué pour elle. On a dû se battre. Alors, on a fait le test qui s'est effectivement révélé négatif. Et vous êtes puisqu'elle n'avait battu rien à voir. pour la récupérer, pour qu'elle vienne Et finalement à la maison parce que finalement voilà, l'hôpital voulait pas voilà, exactement. la prendre On a dit ça en soins suffit. palliatifs. On s'est associé avec d'autres amis médecins pour essayer de faire un dossier pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Effectivement, elle est rentrée le vendredi qui a suivi. On s'est dit, bon, bah, quelque part, c'est bien, elle va pouvoir faire cette sédation profonde à la maison. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, nous, mon frère et moi, l'avons rejoint auprès de mon beau-père, qui était déjà sans chevet depuis le début. Et là, ça a été une succession d'épreuves, parce que si on s'était préparé à accompagner notre mère jusqu'à la fin, on s'était pas préparé à se battre pour qu'on obtienne sa volonté, pour qu'on puisse effectivement qu'elle obtienne cette sédation profonde qui, comme M. Romero l'a très bien expliqué, à un moment donné, on est inconscient et on s'endort. Ça peut prendre du temps, effectivement, selon comment on se porte, dans quel état. Et en fait, elle était de douleur en douleur. Tous les jours, nous devions appeler le responsable de la HAD pour lui dire, elle est douloureuse. Elle nous demande, elle nous dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors que quand on est inconscient, on ne s'exprime plus, Oui, c'est on ça, pas s'endort. totalement endormi finalement. Ça Ah, doit pas vous du faire tout, bouillir, pas du tout. j'imagine, Je l'ai un peu vécu avec ma mère, alors j'avoue que, mais ce que je comprends et ce que dit Ségolène, c'est que même cette sédation, qui aurait pu être une solution, en fait, c'est le médecin qui décide au final. Et on voit bien que la personne, elle a beau avoir écrit les choses, si le médecin ne veut pas le faire. Alors je pense quand même qu'il y a une majorité de médecins qui écoutent quand même leurs patients. Mais ça, c'est l'exemple, j'en pourrais vous en donner plein d'autres. Et c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. La peur de prendre des risques aussi peut-être. Non, parce que c'est la loi. C'est la loi. On peut faire, dans ces conditions-là, on peut faire une sédation profonde et continue et éviter à la personne d'avoir ces jours de souffrance et aux proches, parce qu'on le voit bien, Ségolène comme les proches, on l'oublie. Mais c'est absolument terrible de voir partir les gens qu'on aime, qui ont exprimé une demande, parce qu'évidemment, ceux qui veulent aller au bout du bout, il faut les respecter. Et là, on voit bien que les lacunes et les problèmes de cette loi. Merci beaucoup Ségolène d'être venue témoigner dans cette émission justement pour voilà, nous dire quel a été en tout cas votre calvaire qui a duré quand même 10 jours. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc Romero, merci à vous aussi d'avoir été avec nous dans l'émission, nous avoir justement éclairé sur cette question de la fin de vie. Puis on suivra évidemment les débats à l'Assemblée nationale dans les prochains jours.